Salutations neuroauditeurs, ici le cochon masqué. Aujourd'hui, on va parler de l'autodiag, de ce que je lui reproche exactement, et montrer un exemple d'abus qui peut arriver quand un autodiagnostic verse dans le militantisme socio-moderne extrémiste. D'abord, définissons l'autisme et l'autodiagnostic. L'autisme, c'est un handicap par lequel un individu a des altérations sociales graves, un repli sur soi-même et une perte de contact avec la réalité. L'autodiag, c'est un individu non diagnostiqué qui a entendu parler de l'autisme et qui se reconnaît, mais sans passer par un diagnostic officiel. Bien que l'autisme soit un problème essentiellement masculin, car on retrouve 3 autistes sur 4 qui est un homme, on retrouve pourtant une très grande majorité de femmes chez les autodiagnostiques. Cela paraît donc inévitable de se poser la question sur l'éventualité des bitomanes qui composent essentiellement la gauchosphère d'Internet. Je n'aime pas le principe, car les autodiacs sont soit des prostituées d'attention qui veulent apparaître comme atypiques neurologiques. Oui, parce que dire que t'es trop neurotypique pour me comprendre, ça fait plus cool que dire que t'es trop neurosocio-adapté pour me comprendre. Soit des militants antivalidistes, soit les deux, parce que c'est pas franchement incompatible que du contraire. Alors, qu'est-ce que le validisme ou le capacitisme ? Ce serait une sorte de racisme appliqué spécifiquement aux personnes qui auraient un handicap et qui serait pratiqué principalement par ceux qui, justement, ne portent pas de handicap. De la même façon, l'antivalidisme est une posture idéologique qui consiste à lutter contre les discriminations faites aux personnes handicapées. Étrangement, pour une fois, les suceurs de gemmes ne participant à aucune cause ne me dérangent pas plus que ça. Non, mon gros problème, ce sont ceux qui se disent autistes et prétendent parler au nom des autistes. Car là, je sens que la parole des autistes, dont les autistes Asperger comme moi, est spoilée, au profit d'un modernisme marxo-progressiste nauséabond incarné par le discours antivalidiste, et l'on va, comme les trans et les homosexuels, se retrouver associés, malgré nous, à la débilité des mouvements sociaux qui nous desservent tant socialement qu'essentiellement. Quel rapport avec le marxisme et le progressisme ? Nous verrons cela à travers un exemple concret de 17 000 abonnés que j'ai découvert sous l'égide de Vivre Avec. Salut Alistair, je m'adresse à toi car j'essaie de comprendre pourquoi tu fais tout ça. Ton parcours est assez typique de l'autodiagnostiqué des deux catégories, et je vais sans doute te surprendre, mais je ne vais pas t'attaquer personnellement. En soi, je n'ai rien contre toi, le fonctionnement de ton cerveau, ou le fait que tu te sentes et es aussi autiste que je me sens et suis grand vidéaste. Ok, et ça fait 3 mois, et non pas 6. Je sais que tu es impatient, et c'est pourquoi j'ai accéléré un peu le rythme, pour ton plus grand plaisir, mais j'avais besoin de regarder le contenu de ta chaîne avant de m'en faire un avis exhaustif sur l'ensemble de ta carrière internet. Et j'ai donc fait une petite enquête. Oui, et je souffre aussi de problèmes de fonction exécutive, donc accessoirement, si tu es vraiment autiste, tu devrais comprendre, surtout quand, comme moi, on n'est pas au chômage et qu'on n'a pas fait école de théâtre, que la priorisation, l'initiation, l'inhibition par rapport aux détails, ce n'est pas toujours notre fort. Alors certes, j'ai trouvé des éléments interpellants comme le fait que ta vidéo dans laquelle tu prétends avoir la preuve définitive que tu es autiste, ce n'est en fait qu'un pré-diag, et on n'arrive de toute façon pas à en tracer la vérifiabilité. Quelques mois plus tard, tu recherches un psychiatre. Par ailleurs, ça a plutôt été rapide ton diagnostic. 3 ou 4 mois à peine ? C'est au moins 1 an un diagnostic. Et là, tu l'as fait sans anamnèse et sans ZADOS. Voilà qui s'appelle un gros coup de chance. Ou encore l'étrange amalgame que tu fais entre autisme, Asperger et autisme en général, car de toute évidence, tu es un aspi. D'ailleurs, on a fréquenté le même Discord de Spectrum, dans lequel certaines personnes doutent de ton autisme également. On pense un peu la même chose. Ah, et tu n'étais pas autiste à ce moment-là ? Diagnostiqué HPI ? Comme c'est étonnant, tiens. Et c'est sans doute de la chance aussi, si tu fais du théâtre et que tu dis vouloir connaître les autistes. Oh, et arrête de dire que tu n'es pas autodiag. Même si tu prends diagnostic de complaisance, fait par une psy ou le Saint Graal au bout d'1 an et demi, cela n'enlève rien au fait que tu t'es diagnostiqué toi-même avant de faire la démarche et que tu t'es longtemps revendiqué tout en disant vouloir faire une vidéo sur pourquoi l'autodiagnostic est important. Ta lettre est bizarrement mise en page d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais le logo remplace le nom du psychiatre qui a demandé le diagnostic à ton nom. C'est bien beau ta mise en scène de réception du mail d'ailleurs, ça fait une belle petite revanche sur tous ceux qui ont douté de ton autisme, mais tu es censé avoir une restitution en main propre. Ce serait dommage de ne pas pouvoir t'expliquer ton diagnostic en détail. Tu habites à Lyon, n'est-ce pas ? Pourquoi tu es allé à Grenoble ? Il y a un centre à Lyon, pas besoin d'aller si loin. Le CRA Rhône-Alpes, tu n'as jamais entendu parler ? Sinon, il y a Saint-Étienne aussi qui n'est pas loin. Je maintiens que 4 mois entre l'envoi de ta demande et la réception de ton mail, c'est trop rapide.
Mais bon, quand on me dit que 15 minutes sur un test en ligne ou une semaine de recherche à jouer l'apprenti médecin peut remplacer un suivi de professionnels sur le long terme, ou que tu te fais diagnostiquer dans un centre de sensibilisation dont la marraine est Pénélope Fillon, qui est la femme de l'ex-candidat François Fillon, qui est connu auprès de l'autisme-sphère pour avoir tenu des propos outranciers à plus de 3 reprises en public, en insistant sur le fait qu'il n'était pas autiste quand il parlait de faire la sourde oreille. Au fond, qui suis-je pour juger ? Mais au final, je me suis heurté à un mur assez prévisible. Tout ça n'est que spéculation de ma part, et je ne pourrais pas prouver que tu n'es pas autiste sans diagnostic officiel. C'est ironique, non ? Et ne suis pas affecté de toute façon à faire le travail de la police. De plus, quel intérêt franchement puis-je avoir, sinon détourner des impôts français une soupçon d'aide sociale frauduleuse ? En revanche, ce qui est plus facile à prouver et qui me gêne vraiment, c'est le contenu de ta chaîne, ton discours, et le message que tu fais passer à tous les autistes. Ces derniers temps, j'étais assis en sueur, car je ne pouvais pas vraiment synthétiser tout en une vidéo le contenu de ta chaîne. Alors le fait que tu fasses une vidéo sur le fait que l'autisme ne soit pas une maladie m'avait pas mal énervé tant tes arguments étaient fumeux. Genre l'autisme n'est pas une maladie, car être enceinte n'est pas une maladie, car tu vis bien ton autisme, parce que l'écharpe n'est pas une maladie, et que vouloir faire disparaître l'autisme, qui selon toi n'est pas curable, c'est une pratique eugéniste. Enfin bref, tu as cependant répondu à mon problème en sortant ta dernière vidéo, certes longue, mais dans laquelle tu résumes parfaitement ta pensée, et que je peux donc la mettre dans la description. Alors, neurontiteur, je vous donne le lien, mais me désolidarise de toute tentative de raid ou de harcèlement de masse à son encontre. Et bien sûr, je vous interdis d'aller l'insulter ou le menacer en mon nom. Les pendules étant remises à l'heure, reprenons notre sujet. Un monde sans handicap ? Voilà le titre de ta vidéo. En résumé, voici ce que tu racontes. Un monde sans handicap est voulu par des personnes valides et est impossible. La seule solution serait le génocide, l'enfermement ou la torture pour qu'elle ne soit plus handicapée, ou la stérilisation ou encore l'interruption de grossesse pour des raisons médicales. Dans la première partie, tu décris les biologistes comme des apprentis sorciers, ce qui n'est pas toujours faux, qui veulent modifier l'ADN. Le problème étant que les gènes en cause ne sont pas tous clairs et que les mutations génétiques peuvent être acquises par la suite et qu'on comprend rien à la génétique. Oui, bon, là par contre, je pense pas que toi tu puisses y connaître un peu plus qu'eux. Dans la seconde partie, tu abordes les problèmes des handicaps acquis dans lesquels, qu'ils soient physiques ou psychiques, dans des accidents ou dans des violences, ça rend la pratique du projet d'un monde sans handicap impossible, et que même le simple fait de vouloir rendre le moins de personnes handicapées, c'est déjà pas génial comme projet, car on confond souffrance et handicap. D'abord, tu parles de la thérapie génétique avec un article qui parle d'un traitement d'une maladie auto-immune qui aurait foiré parce que ça aurait donné lieu à une leucémie par la suite. Alors en soi, si tu veux, mais quelque part, ça valait le coup de tenter. De deux, c'est un article avec un cas particulier, donc il n'y a pas besoin non plus de généraliser à l'ensemble de la pratique. Et puis aussi, au final, ça veut peut-être juste dire qu'il faut justement encore plus faire des recherches, quoi. Ensuite, dans un exemple fictif, tu dénonces de fictives dérives racistes, dans laquelle tu prends en exemple une maladie que l'on pourrait traiter, mais qui imposerait du coup qu'on ait un gène qui code du coup pour les yeux marrons ou les yeux bleus, et qu'on risque de virer vers l'eugénisme, car on décidera de façon arbitraire quel serait le bon gène. Dans ce cas, Alistair, non seulement tu ne crois pas que justement, si l'occasion se présentait pour le patient, justement, suite à sa guérison, de faire un choix pour quelque chose d'aussi esthétique que la couleur de ses yeux, ce serait à lui que reviendrait ce choix et non pas au docteur de l'imposer, mais en plus, là tu parles quand même de sauver une personne contre un changement de couleur d'yeux. À ton avis, c'est quoi le plus important pour cette personne ? À un moment, tu parles aussi du fait que les gènes ne sont pas toujours actifs parce que on avait fait des expériences de greffe de moelle osseuse et non pas épinière, puisque comme tu l'as précisé en erratum, et que avec un chromosome XX, et que bizarrement ça n'a pas fait tomber le pénis des patients. Là, je n'ai pas compris, parce que, pour rappel, c'est pas ta moelle osseuse qui va coder pour tes organes génitaux. En plus, c'est un hors-sujet total, car aucun biologiste que je connaisse n'a encore fait l'amalgame entre greffer un gène et greffer un organe. Tu parles aussi des exosquelettes et des prothèses qui ne sont donc pas encore assez sophistiquées et assez démocratiques, mais là j'ai justement pas compris ton argument. Non seulement si les scientifiques le font, c'est qu'il est tout à fait possible justement de surmonter un handicap grâce aux exosquelettes, mais en plus ça veut dire que justement on a encore beaucoup de recherches à faire sur le sujet et qu'on devrait financer ce genre d'initiative plutôt que de détourner de l'argent pour des associations militantes qui nous éloigneraient de ça. Ensuite, tu dis que pour éradiquer les handicaps acquis, dont ceux qui ne sont pas causés par la génétique, tu dis qu'on ne peut pas utiliser du coup la biologie génétique pour y arriver. Oui, tu as raison. En quoi c'est censé être un problème ? Je veux dire, le théorème de Pythagore ne sert pas à résoudre les problèmes d'algèbre. Ce n'est pas pour ça que ce théorème ne sert à rien ou qu'on n'arrivera pas à résoudre des problèmes d'algèbre.
Ensuite, toujours dans l'optique de nous dire qu'un monde sans handicap n'est pas possible, tu prends l'exemple d'une femme qui s'est cassé la colonne vertébrale en fuyant un viol. Bon, ok, c'est très bien, mais encore une fois, tu crées un faux problème. La prothèse ne peut pas réparer ton stress suite à une tentative de viol, mais bon sang, c'est quand même pas le rôle d'une prothèse, c'est le rôle d'une thérapie psychologique. C'est la même chose pour l'ostracisme. Une prothèse ne peut pas soigner le fait que tu as été victime de harcèlement. Réfléchis un instant. C'est comme si je te disais que ça ne sert à rien de se brosser les dents pour avoir bonne haleine, car ça n'empêchera pas que la petite Marie-Juliette ne va pas m'embrasser, que j'ai bonne haleine ou non. Par ailleurs, tu fais mention d'un problème comme quoi il y aurait des médecins qui forcent des malades à marcher malgré les points de douleur. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel genre de médecin fait ça, parce que là, il n'y a pas beaucoup de preuves dans ce que tu avances. Et je pense justement qu'on touche au cœur critique de l'antivalidisme, c'est qu'on fait du dénigrement du noble métier de médecin ou de soigneur, et ça, c'est très grave. Si l'on se moque allègrement des affabulations des anti-vaccins, je vois pas pourquoi on ferait pas de même avec ceux qui accusent tout un corps de métier d'être représentatif d'une oppression envers les malades. C'est complètement indécent. La médecine a ses défauts, certes. J'ai une très grande méfiance à l'égard des lobbies pharmaceutiques, je le conçois. Il n'est pas ridicule de se dire que la médecine peut être instrumentalisée pour obéir à des aberrations idéologiques, comme pratiquer un génocide pour purifier la race, la stérilisation de masse, la vasectomie obligatoire, ou encore forcer son enfant à changer de sexe, mais dans l'ensemble, les médecins sauvent des vies tous les jours, ils font un métier épuisant psychologiquement, ils font des années d'études, et malgré ça, il y a encore des gens avec un diplôme de comédien ou de youtubeur qui font joujou aux militants pour dresser les handicapés contre eux par des prétextes fallacieux. Et tu utilises tous ces arguments pourquoi au final? Parce que ce sophisme, je ne l'avais encore jamais vu en application. On l'appelle le sophisme de la solution parfaite. Sous prétexte qu'on ne pourra pas éradiquer tous les handicaps dans le monde, on ne peut pas justement faire en sorte de vivre dans un monde dans lequel le handicap peut être prévenu ou guéri le plus possible. Ce que tu fais, c'est globalement reprocher aux gens de rêver un monde sans souffrance, parce que ce n'est pas possible. En soi, je suis d'accord sur une partie de ces conclusions, mais tu ne l'abordes pas de la bonne façon. Je vais donc t'expliquer quels sont les vrais problèmes liés à cette utopie. Il faut en effet arrêter de croire qu'on éradiquera la souffrance, elle fait partie de l'être humain et c'est son tarif pour être vivant. Vivre, ce n'est pas réduire la souffrance, c'est se forger en la surmontant. Ensuite, sachant que les maladies et les virus ne cessent d'évoluer, il est utopique de se dire qu'on arrivera un jour à tous les guérir ou avoir le remède universel. Mais ce n'est pas une raison pour briser les ailes de ces médecins et scientifiques qui se consacreront aux autres, par altruisme, et qui propulseront chaque jour nos vies vers un monde proche de l'utopie de « on réussit à guérir toutes les maladies ». Ensuite, tout le monde a une croix. Cette dernière peut être physique, économique ou sociale, mais quelque part, elle nous donne justement un sens à notre vie et une difficulté propre à surmonter pour se parfaire vers l'excellence. Mais ça, c'est plus un point de vue philosophique qu'autre chose. Et ok, je confonds handicap et souffrance si tu veux, mais d'un autre côté, si le handicap n'était pas une souffrance ou n'était pas une gêne ou une entrave pour bien vivre, je vois pas pourquoi on s'en préoccuperait. Et c'est pour ça que je trouve d'ailleurs ton exemple moisi au sujet justement des spots de prévention qui consistent à dire justement faites attention, si vous roulez trop vite, vous aurez un accident de voiture et vous finirez en chaise roulante. Tu en rajoutes une couche avec le fait que les valides ne veulent pas avoir de handicap et que au fond on s'en fout de toi et qu'on ne s'en fait plus pour ton petit ami qui fait dans la charité et que ta famille doit souffrir. Non mais ça c'est du foutage de gueule. En tant qu'autiste, je le dis franchement, c'est bien plus violent de causer de la souffrance chez tes proches parce que ton handicap est source de maladresse sociale, que tu t'en fous d'être pointé du doigt, mais pas tes proches, et finalement que tes parents ne savent pas quoi faire à cause d'un manque criant d'informations pertinentes sur ce sujet. De plus, être valide, comme tu dis, ne t'empêche pas d'être pointé du doigt pour des choses que tu appelles violence. Tiens, être marié à un geek. Être le fils violoniste d'une famille d'architectes de père en fils. Le fait que tu aimerais porter une cape, mais c'est pas socialement bien vu. À chaque fois que tu abordes ton métier, et c'est confiné à des clichés, par exemple quand t'es éboueur. Bref, ce que tu décris, c'est globalement une mentalité de victime, celle de justement prendre pour soi des petites remarques anodines ou des spots publicitaires. On dit bien publicitaire, c'est-à-dire le summum des clichés et des stéréotypes pour dire que je souffre, oh là là. Et d'ailleurs, justement, tu vas me dire, ouais, c'est pas spot publicitaire, c'est spot de prévention, mais le but c'est de choquer, c'est pas d'être subtil. Et purée, mais comment c'est possible de faire preuve d'autant de fragilité au point d'avoir des douleurs chroniques et de trouver ça surmontable et de se sentir offensé par un « ça doit pas être facile tous les jours ». Non mais à ce stade, inventons-nous tous une oppression pour se sentir exister et dire à quel point le monde, il est pas gentil, car on fait passer les cochons pour des êtres sales et cons, alors qu'ils sont en réalité très intelligents et assez propres, contrairement aux chiens, et que le cochon est d'une bien meilleure compagnie que la plupart des animaux, mais on préfère encore ces salauds et égoïstes de chats. Pouhouhou que je suis malheureux.
Et après, tu dis que le handicap fait partie de la personne et n'est pas au-dessus d'elle. Mais encore une fois, tu parles en notre nom d'autiste, et nous ne nous définissons pas tous, Dieu merci, par notre handicap. Justement, je fais partie de ceux qui essayent le plus de se détacher de sa peau d'handicapé pour faire l'expérience du monde réel, et ne pas rester enfermé dans ma bulle. Alors, ce n'est pas facile tous les jours, il y a des fois où je suis juste incapable de faire abstraction de mon handicap, car j'essaie de faire entrer un cylindre dans un trou carré, mais bon sang, le handicap n'est pas une identité. Dire que le handicap est une identité est aussi stupide que de dire que l'homosexualité est une identité. Cela ne devrait être dans la tête des gens pas plus être une identité que d'avoir les yeux bleus ou le fait d'aimer les tartes à la fraise. Ce qui fait l'identité des gens, ce sont leurs émotions, leurs ressentis, leurs expériences, leurs opinions et leurs actes. Et à part pour le sexe qui définit beaucoup de choses, je trouve que le reste justement est complètement superflu dans la définition de l'identité d'un individu. En tout cas beaucoup moins que la religion et les opinions politiques ainsi que l'éducation. Alors certes, le handicap peut rendre les personnes aigries, leur causer ou non de la souffrance, voire de la souffrance à leur entourage. Cela peut également être une expérience de vie éprouvante, dans laquelle un autiste tente de s'intégrer mais n'y arrive pas, pouvant en devenir fou. Mais jamais, jamais un handicap n'est quelque chose qui est l'identité de la personne. Dire que c'est au-dessus de la personne, c'est dire que cette personne n'est pas un stéréotype lié par son handicap. C'est une personne dont le handicap va faire s'exprimer des symptômes, desquels peuvent découler un profil archétypique, dans le cas de l'autisme par exemple. Mais tu n'es pas sans savoir que déjà, il n'y a pas qu'une seule forme d'autisme. Ce n'est pas un syndrome quelconque, et c'est pour cette raison qu'il est difficile de trouver des informations fiables autres que celles sortant du Canada. D'ailleurs, je me suis noyé dans des références douteuses pour finalement arriver à la conclusion que l'autisme est un pays dans lequel on tente d'explorer, mais dans lequel on n'a également pas réussi à en définir les frontières. Voilà en quoi précisément tu aurais pu parler de l'autisme comme n'étant pas une maladie. C'est quelque chose qui est à la frontière entre plusieurs définitions qui ne font pas tout consensus et qui est confisqué par les médecins et les politiciens pour tenter d'en faire une vérité absolue. Alors que si l'autisme est réel et qui fait souffrir l'autiste et son entourage, voire les deux, c'est un mal qui n'a absolument pas d'égal dans tout le domaine médical. Donc, pour le handicap que tu amalgames avec le cas particulier de l'autisme, bien sûr que le handicap est sur une personne. Par exemple, être aveugle va forcément changer ta perception du monde par le fait que tu ne vois pas les couleurs et vis différemment, mais cela ne va en rien faire de toi un individu plus ou moins bon, ça ne va pas impacter tes goûts ou tes opinions, du moins pas de façon spectaculaire, parce que j'imagine que cela pourrait éveiller chez toi un certain attrait pour la défense des personnes aveugles, mais surtout, le jour où l'on te rendra ta vue, ton expérience en tant que personne aveugle ne sera pas perdue et ta personnalité ne changera pas. Qu'est-ce qui changera concrètement? Tu retrouveras la fonction de tes organes visuels, tu pourras enfin te passer de ce chien et de ta canne pour te déplacer, tu verras le sourire des gens qui t'aiment, et tu auras plus d'autonomie. Ah tiens. Je pense avoir trouvé de quoi il retourne dans ton argumentation, et ce avec ton laïus sur le fait qu'on veuille effacer le handicap et non les douleurs avec ton exemple foireux d'aide à la mobilité. Dans ton exemple, tu dis que ces aides à la mobilité sont là pour aider les personnes à moins souffrir, mais ça fait ressortir leur handicap. Et donc, que les aides-soignants disent qu'il vaut mieux ne pas en devenir dépendant, et donc essayer de ne pas toujours le systématiser, et que tu ne vois pas l'intérêt autre que celui de ne pas paraître handicapé. Moi j'en vois une. Si tu casses ton aide à la mobilité, que tu la perds, ou encore que tu ne peux pas la prendre pour aller dans certains endroits non adaptés, si tu apprends donc à t'en émanciper, tu économises bien des soucis, et ce qui porte littéralement le nom de béquille. Pour moi, une béquille, c'est comme ces petites roulettes que tu mettais à ton vélo quand tu ne savais pas encore rouler sur deux roues. C'est une étape vers la guérison ou l'amélioration de soi. Ce n'est donc pas de l'incitation à la souffrance, mais à la progressivité. Enfin, c'est comme si tu disais que tu ne voyais pas le problème de rouler avec des petits trous en vélo. C'est chiant, ça ne permet pas de rouler vite, c'est pratique au début quand tu tombes tout le temps, mais par après tu as l'air d'un con à côté de ceux qui roulent à deux roues, et dans cette situation, tu serais celui qui nous dit que le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas encore franchi le cap de se passer des deux petites roulettes, mais le fait que les autres n'en aient pas, ou se disent « Merde alors, tu roules encore avec des roulettes ?» Il existe à ce sujet un Franklin très beau, qui démontre précisément le scénario de l'enfant qui apprend à s'émanciper de ses roulettes, et qui se casse la figure, mais se relève systématiquement pour finalement y arriver, et rouler avec des amis sans dépendre de cette étape. Est-ce que je n'ai pas là touché au cœur du problème, celui que tu cales sous le tapis, mais qui définit la mentalité du monde moderne que je révèle, à savoir le statut de la victime. Au cœur de notre société post-moderne, la victime est un statut un peu trop confortable dans lequel n'importe qui se réfugie pour bénéficier de l'appui financier, social ou autre de la société. Ainsi, si tu es une femme, tu as le féminisme pour défendre tes droits. Si tu es homosexuel, tu as les LGBT. Si tu es noir ou musulman, voire juif, tu as le CCIF, la LICRA ou SOS Racisme, et plein d'autres rien que pour toi. Le seul qui n'a pas droit au gâteau de la victimisation car il représente l'oppresseur universel, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, valide, catholique ou athée.
selon donc la sacro-sainte hiérarchie dominant-dominée du marxisme, dont j'ai parlé en début de vidéo, à grand renfort de morale d'esclave, où l'échec de ta vie n'est pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui, prétendument, vivent mieux que toi, l'antivalidisme n'est qu'un énième mouvement qui ne va que semer la division au sein de la population entre handicapés et non-handicapés. Et ça, c'est un problème. Mieux encore, tu es neuroqueer et féministe, si je ne me trompe pas, Alistair. Tu devrais laisser tomber ton délire, car on sent que tu veux piocher des cases dans le bingo du féminisme intersectionnel, qui est le championnat du marxiste éco-plus et la quintessence de ce discours victimaire. Sauf qu'en vrai, c'est voué à l'échec. Les féministes et les LGBT se disent alliés, mais ne cessent de se tirer dans les pattes, et quand l'homme hétérosexuel n'est pas la cause de leur malheur, il est le responsable de leurs échecs, quand il commence à se lasser de répondre à des cons et à des connes qui parlent de lui sur Twitter, en stigmatisant, menaçant, amalgamant, ce que lui-même n'a pas le droit de faire, les intersectionnels ne feront qu'appliquer leur narcissisme des petites différences pour détruire leur beau mouvement de l'intérieur. Un narcissisme qui va faire que les alliés de circonstance qui disent avoir une convergence des luttes verront aussi la convergence de leur butin, leur pouvoir. Or, le pouvoir ne se partage pas. Les LGBT vont vouloir faire retirer le mot « femme enceinte » des registres administratifs car c'est transphobe, et gueuleront alors les féministes qui voient là une spécificité de souffrance de femmes littéralement leur être spoilée. À l'inverse, les TERF feront entendre parler d'elles et joueront les séparatistes car les LGBT menacent leur hégémonie marxiste avec l'homme dominant et la femme dominée. Après tout, si l'homme trans et la femme trans sont alliés, comment savoir qui dominera le plus ou qui sera le plus dominé? En ce qui concerne ton combat, ne fais pas l'innocent, je perçois ton conflit dans tes tweets, car tu as déjà eu des problèmes rien qu'en parlant de l'IVG, duquel tu as d'ailleurs une énorme dissonance cognitive, car l'avortement médical est un eugénisme, c'est évident. Est-ce que tu vas finir par comprendre que le validisme est voué à se faire détruire par tes incohérences idéologiques? Si le genre n'est qu'une construction sociale, comment mettre tous les hommes dans le même panier, surtout si toi-même tu es trans et donc un homme? Est-ce que les gays peuvent être pédophiles sur les petites filles? Est-ce que la lutte contre les violences obstétricales de la médecine auront leur lot de subventions de l'État, mais pas les AAH, que tu perçois d'ailleurs? En une phrase, votre alliance est peut-être solide à première vue et cracher sur l'homme blanc, hétéro, cis et valide est facile au vu de sa castration et du pouvoir social que vous, les opprimés, vous avez sur eux, mais rien de ceci n'est destiné à durer. En effet, cet homme blanc, cis et hétérosexuel consacre toute son énergie à survivre et à tenter de porter sa propre croix, et lui-même n'aura pas la tribune que mon privilège t'offre, à savoir de l'attention, de la pitié, de la compassion et des financements pour ce que tu es, et non pour ce que tu apportes à la communauté. Dans ta vidéo sur les bonnes résolutions à ce sujet, je n'ai vu que ça. L'idéal en 2020, ce serait que des droits pour les personnes handicapées et des devoirs pour les personnes non handicapées. Tu réclames des privilèges sans te demander ce que tu peux faire de ta vie à apporter à ceux qui te ressemblent ou ceux qui ne te ressemblent pas. Sauf qu'une fois que l'État ne financera plus rien de tout cela, sachant qu'on est une société malade, affaiblie et sur le déclin, tant économique que social et politique, rien de tout cela ne durera. Les temps durs engendrent les hommes forts engendrent les temps de paix engendrent des hommes faibles, et les hommes faibles engendrent des temps durs. Nous sommes à la frontière des temps durs. Il est fini le temps des 30 glorieuses. Les boomers ont volé l'héritage. Leurs retraites seront difficiles à payer, mais qu'importe, les nôtres ne seront plus. Nous sommes tous des doomers. Nous n'avons pas le temps de continuer les conneries de nos parents. Le progrès a atteint ses limites. Il nous faut nous poser et réfléchir à quel genre de société nous allons forger, et ce sans se soucier de ce qu'en auraient pensé nos parents. Ou fuir le navire et laisser le monde qu'on a connu sombrer dans la décadence. Après tout, ne vous êtes-vous jamais posé la question de l'ère de ressemblance entre ces médias modernes qui ne font que parler de sexe et de plaisir comme ce le fut à l'époque de la décadence romaine? Qui fut autrefois le plus grand empire qui avait forgé les hommes dans la force et les traditions? En ces temps difficiles, être handicapé sera une plus grande souffrance encore. Donc tu participes malgré toi à leur propre déchéance par ce discours qui a trop duré. Celui de l'individualisme, celui de l'État-providence et du rejet méprisant des conventions sociales, surtout avec les autistes qui ont précisément du mal avec. S'il y a plus utopique que de guérir le monde du handicap, c'est d'imaginer qu'un malade mental qui ne se soigne pas puisse mener un pays à la gloire, à la prospérité ou à la stabilité. Tiens donc, n'ai-je pas mentionné d'une certaine façon ce qui est arrivé avec notre bon vieux Adolphe H? Et après, tu nous diras... Tous les discours qui parlent de près ou de loin de l'importance de réduire le nombre de personnes handicapées sont une violence monstrueuse pour nous. Quand on nous dit l'autisme est une épidémie, il y a de plus en plus d'enfants autistes, il faut absolument trouver un moyen d'arrêter ça, j'entends il y a de plus en plus de gens qui te ressemblent et c'est une mauvaise chose. Moi j'entends
On découvre de plus en plus que l'autisme est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il y a des tonnes de familles dans le désarroi qui ne parviennent pas à s'accorder et à bien s'adapter à leur enfant. Ces mêmes enfants ne parviennent pas à s'intégrer et ce n'est pas une bonne chose pour un enfant de ne pas réussir à s'intégrer. Ce sera une source de souffrance énorme et cela perturbera la force de notre communauté. Il faut à tout prix qu'on enraye ce fléau. Qu'on utilise l'autisme pour sauver les autistes de la fragilité de la communauté qu'ils apportent malgré eux, ou mieux, les empêcher de souffrir de l'ostracisme et de mourir dans la solitude. En bref, il faut encourager l'autiste, pas encourager l'autisme. Mais bon, ça c'est compréhensible que tu le trouves choquant parce que tu serais autiste. Mais en tant qu'autiste, je n'hésite pas à le dire, je ne souhaite à personne l'autisme. Car ce n'est pas un jeu, ce n'est pas drôle, c'est ma croix. Tout le monde en a une, et je compte d'ailleurs aider, entre autres via cette chaîne, à faire sortir de chacun et chacune autour de moi la force d'âme pour s'accomplir dans l'excellence et porter leur croix. Le stoïcisme et le désir de vivre sont pour moi des valeurs fondamentales dont la société a besoin, et non pas d'un énième mouvement d'incitation à la médiocrité et au mégémissement stérile. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Une fois de plus, je vous demande de ne pas aller lui chercher misère, l'insulter ou organiser des raids. Cela ne fera que renforcer son statut de victime martyre, et c'est la dernière chose dont on a besoin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de Chevalier Blanc, et d'un petit accrochage que j'ai eu avec l'un de ces Don Quichotte du grand amour disneyen. Et nous parlerons aussi des célibataires involontaires. Prenez soin de vous, soyez stoïques, et memento mori.